personnes âgées veulent rester chez elles le plus possible. Alors nous avons intitulé cette table ronde « Le virage domiciliaire face au défi du recrutement ». Et j'appelle sur scène Jean-Benoît Dujol, Jean-René Le Serre, Sébastien Martin, venez, Astrid Panosian-Bouvet, Louis Marguerite et Franck Nataf. Rejoignez-moi. Installez-vous. Où vous voulez, c'est facile. Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale. Jean-René Le Serre, ici, président de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la toute nouvelle 5e branche de la sécurité sociale. Sébastien Martin, directeur de l'autonomie et de la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, et c'est au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Astrid Panosian-Bouvet, bonjour, députée de Paris chez Renaissance, membre de la commission des affaires sociales. Vous avez travaillé à Bercy d'ailleurs, sous Emmanuel Macron, ministre, c'est ça? Et puis Louis Marguerite, député Renaissance, également député en Saône-et-Loire, vous, fraîchement élu. Et vous étiez aussi à Bercy, ancien directeur de cabinet adjoint de Bruno Le Maire. Et Franck Nataf, il est là, il nous a rejoint, notre nouveau président fraîchement élu à la FEDESAP. Alors je vous propose cette table ronde en 2 temps. Nous allons d'abord aborder la transformation de l'offre des services et des métiers. Et puis nous parlerons gros sous, oui, financement de tout cela, c'est très important. Tout d'abord, Jean-Benoît Dujol, on a plein de questions à vous poser, puisque l'administration initie une démarche dans le PLFSS 2022 en transformant l'offre de services à domicile. On dit maintenant service autonomie. Expliquez-nous tout ça. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour ce moment important et évoquer, vous avez raison, ce qui représente un petit peu la ligne de force, la stratégie que l'on compte développer dans les prochaines années, qui est le virage domiciliaire. Donc, je vais revenir à la question que vous me posez, précise, sur les services à domicile, mais peut-être quand même un mot ou deux de contexte pour me mettre un peu dans le sillage que vous avez tracé. C'est sur le choc démographique auquel on est confronté. Alors, on peut parler de choc ou de défi. Je préfère parler de défi. Parce qu'un choc, ça s'encaisse, un défi, ça se relève. Et je voudrais qu'on relève ensemble le défi démographique. En même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Vous avez eu raison de le préciser, parce que le temps est compté en réalité. Si on regarde les plus de 75 ans, pour apporter un autre chiffre, mais qui va dans le même sens que celui que vous avez évoqué, c'est plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes d'ici 2025 et encore plus d'1 million de personnes d'ici 2030. Si on regarde les personnes en situation de perte d'autonomie, il y en avait environ 2,5 millions en 2015, il y en aura près de 5 en 2050. Donc c'est un doublement. Et on parle pas simplement de personnes âgées, mais de personnes en perte d'autonomie. Donc avec le souci, évidemment, de leur apporter une prise en charge. Et face à ce défi à relever, on a, je crois, une stratégie collective que l'on a pensée, qu'on qualifie de virage domiciliaire. Mais je voudrais insister sur un point, ça ne signifie pas qu'on ne fait que du domicile. Il faut sortir, je pense, de cette dichotomie parfois un peu raide, et en réalité un peu absurde. On cherche le bon mix de solutions à apporter à la personne en fonction de sa perte d'autonomie et de son souhait. Et c'est l'autre élément fondamental du problème qu'il faut avoir à l'esprit. Vous l'avez dit, les gens veulent vieillir le plus longtemps possible à domicile. Ils sont plus de 80% à vouloir le faire. Et un point que je trouve intéressant, plus ils sont vieux, plus ils ont envie de rester au domicile. C'est-à-dire que la réponse à la question « est-ce que vous souhaitez vivre à domicile ?» eh bien, pour les plus de 70 ans, c'est à plus de 90% qu'ils souhaitent vivre à domicile. Donc ça, c'est un donné fondamental du problème qu'il faut savoir traiter. Alors, on a posé alors c'est un défi de long terme, les chances elles sont à court terme, mais c'est un défi de transformation de l'offre. Donc ça va forcément prendre du temps et on a posé, vous avez raison, des jalons dès 2022 en LFSS avec la création des services autonomie à domicile. Alors c'est un sujet d'actualité puisque nous lancions, certains d'entre vous étaient peut-être représentés dans la salle, les travaux concrets de préparation du cahier des charges de ces services autonomie à domicile cette semaine, et j'ai ouvert ces travaux à la DGCS hier. Donc le lancement, c'est 1er janvier 2023, cahier des charges quelques mois plus tard, en septembre? Dans le lancement, c'est le cahier des charges, c'est juin 2023. Juin 2023. On travaille ensemble avec les représentants du secteur à définir ce que seront ces nouveaux services à domicile qui sont en quelque sorte, pour dire de manière un peu rapide, un rapprochement entre une offre aujourd'hui dispersée, les SAD, les SIAD et les SPASAD. Donc on veut conjuguer le soin et le service à domicile pour simplifier les parcours des personnes, faciliter l'accès à l'offre, mieux coordonner les professionnels et améliorer en réalité la prise en charge des bénéficiaires. Donc vous voulez aide plus soin, tout ça pour développer, et il faut aussi initier des vocations pour ça.
a évidemment la condition de possibilité collective pour relever ce défi. Alors c'est vrai à domicile, c'est vrai en établissement aussi, ce sont des personnels qualifiés en nombre très important. Et aujourd'hui, compte tenu de facteurs que j'imagine on développera au cours de la table ronde, on assiste dans une certaine mesure à une forme de crise des vocations, si on se penche par exemple sur la proportion d'emplois vacants. Une crise des vocations, je rassure l'audience, qui ne touche pas en réalité que l'aide ou le service à domicile, malheureusement, mais l'ensemble des métiers du lien, du soin et de l'humain. C'est vrai en matière de petite enfance jusqu'en matière d'aide à domicile et de personnes âgées. On a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes. Juste une réaction, un mot, Franck Nataf. Pour la FEDESAP, c'est une opportunité à saisir, de créer cette filière. Il y a une évolution d'aide à domicile vers aide-soignant. Ça marche. Il est évident qu'une transformation de l'offre qui va vers le domicile ne peut que aller dans le sens qu'on pousse depuis longtemps. Après, en effet, la question, c'est quelles vont être les modalités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore un peu dans le vague à ce sujet-là. Et si la logique, elle est bien à deux niveaux, c'est-à-dire intégrer du soin pour améliorer la prise en charge, parce que, en fait, dans la réalité d'un bénéficiaire, de la vie d'un bénéficiaire, 90% de sa vie, elle n'est pas traitée par des soignants, elle est traitée par des aidants. Donc, parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est que, et c'est ce qui a été vu dans la dernière expérimentation pour les SPASAD, c'est que les SAD étaient coordonnés par les SIAD. Nous, ce qu'on demande, c'est l'inverse. Ce qui nous paraît logique, vu qu'on a une intensité de présence qui est très largement supérieure à celle des soignants. Et par ailleurs, l'autre remarque qu'il y a là-dessus, et c'est là-dessus où on sera très vigilant, c'est de se dire, sur les expérimentations SPASAD, et ça a été confirmé par l'évaluation qui a été faite par l'IGAS en cours et après, le taux de recouvrement d'intervention, c'est-à-dire un même bénéficiaire traité par le SIAD et le SAD en même temps, la proportion par rapport à la population globale, elle était à peine de 20%. Donc aujourd'hui, le modèle de service autonomie complètement intégré ne nous paraît pas la seule alternative à proposer. Il faut nécessairement qu'on aille vers des solutions de conventionnement, avec des libéraux par exemple, avec les SIAD, voilà, qui permettront de ne pas contraindre des financements et les rendre totalement pérennes, et au contraire de les variabiliser en fonction de la demande réelle des bénéficiaires. On va parler des financements dans la deuxième partie. Jean-René Le Serre, de la CNSA, cette fameuse 5e branche de la Sécu. Quelle est la stratégie justement de votre caisse pour accompagner et anticiper les compétences des futurs professionnels de l'autonomie? Bon, d'abord, si vous voulez, je fais une rectification que je fais d'ailleurs à chaque fois, donc rassurez-vous. Je ne suis pas président de la CNSA, ça se saurait. Donc, ce n'est pas moi qui décide de l'affectation des quasi 35 milliards annuels de la CNSA. Je suis président du conseil de la CNSA. CNSA est un objet juridique difficilement identifiable, où à côté effectivement de la structure 5e branche, avec son personnel, avec la loyauté vis-à-vis de l'État, il y a un conseil qui est un conseil de l'ensemble des parties prenantes. Dans ce conseil, il y a des représentants de l'État, mais ils sont minoritaires. Il y a des représentants des départements, il y a des représentants des professions, il y a des représentants des syndicats, il y a des personnalités qualifiées et surtout des représentants des fédérations de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Donc nous avons un rôle qui est un rôle d'initiative, un rôle de suggestion, un rôle un peu de lobbying au sens noble du terme, si davantage il y avait des sens qui étaient moins nobles, et un rôle de critique. Je disais d'ailleurs à M. Castex, lorsqu'il m'avait demandé de prendre la présidence du conseil de CNSA, j'étais aussi le seul candidat, je dis ça à M. Nataf, puisque le président est choisi parmi les personnalités qualifiées, et que les 3 personnalités qualifiées sont désignées par l'État, et que l'État avait surveillé les 2 autres pour qu'elles ne soient pas candidates. Donc mon élection n'a pas été l'élection la plus difficile
effectivement de mon existence, mais notre rôle est donc un rôle certainement pas de caution vis-à-vis des pouvoirs publics, je dis parfois un rôle de conscience vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, bien évidemment, la CNSA, elle peut d'autant plus facilement, avec l'appui de son conseil, prendre des initiatives, notamment sur ce formidable challenge, ce formidable défi. Vous avez raison, je la replacerai sur le défi et pas le choc, si vous m'y autorisez. Hein, d'ici 2025, il faut 350 000 personnes, au moins, 350 000 personnes de nouvelles, de plus, pas dans les métiers de l'accompagnement. 200 000 pour remplacer celles qui partent en retraite et pour faire face au turnover important que l'on connaît, et puis environ 160 000 effectivement pour faire face au défi du vieillissement de la population. Comment va-t-on les trouver alors qu'aujourd'hui tous les métiers, j'allais dire du care, sont des métiers qui sont un peu en déshérence. Les départements, ils ont la même difficulté pour trouver des assistantes maternelles ou des assistantes familiales, par exemple. C'est un vrai problème. Et ce problème, on ne pourra effectivement le gérer que lorsque on le prendra dans toutes ses composantes. Les composantes et les réponses, c'est quoi? C'est la reconnaissance vis-à-vis de ces personnels qui ont un métier qui est un métier particulièrement noble, qui consiste effectivement à s'occuper des plus vulnérables, mais la reconnaissance, elle doit être aussi non seulement dans la forme, mais elle doit être financière, elle doit être dans le sens de donner qu'elles peuvent donner à ce métier, qu'elles ou qu'ils peuvent. Moi, je souhaiterais qu'il y ait aussi une certaine masculinisation, si je peux m'exprimer ainsi, de ces professions qui se mettent en place, et dans la séduction sur l'attractivité du métier. Je dis très honnêtement que je trouve que jusqu'à présent, on n'a pas été très bon sur cet aspect des choses. Les campagnes médiatiques ne sont pas nombreuses, elles ne sont peut-être pas suffisamment effectivement volontaristes. Moi, je me souviens de ce qui a été fait dans le département que je présidais il n'y a pas si longtemps, qui est le département du Nord, lorsqu'il a fallu effectivement remettre à l'emploi les allocataires du RSA. On a pris toutes les mesures et on y est parvenu. Ça veut dire d'abord travailler main dans la main avec Pôle emploi. Ça veut dire mettre en place de temps à autre, en partenariat avec le milieu des employeurs, de ces personnels d'accompagnement et de ces personnels de soins, de mettre en place des rencontres préparées par les départements, des rencontres préparées par Pôle emploi, pour que les candidats puissent discuter avec leurs futurs employeurs. Nous, on avait fait ça dans ce qu'on appelait le RSA, qui avait changé de nom, c'était de réussir sans attendre. Ça a donné d'excellents résultats. Je pense qu'on pourrait le faire de la même manière et qu'à partir du moment où on donnerait du sens à ces professions, on aurait effectivement un certain succès. Je rêve aussi que les médias puissent nous aider, plus qu'ils le font jusqu'à présent. Il y a la possibilité, par exemple, de demander à la télévision, qui a beaucoup d'importance, de créer un feuilleton. Il y en a d'autres, je ne les citerai pas, qui visiblement semblent passionner la France entière, où on présenterait ce métier avec une histoire pour aider effectivement à familiariser avec ce genre de choses et où on donnerait un sens à ce métier. Il y a des choses très simples. Hein. Le problème de la convivialité, je sais qu'on parle des 2 heures de convivialité, mais ça me paraît extrêmement important. Comment voulez-vous intéresser à un métier où on vous dit vous avez tant de minutes pour faire la toilette, vous avez tant de minutes pour donner le repas, mais si vous voulez discuter avec la personne âgée ou la personne en situation de handicap, si vous voulez lui lire le journal, si vous voulez aller faire le tour de son jardin, si elle a une petite maison avec elle, là, de toute façon, c'est sur votre propre temps de loisir, ça n'existe pas au niveau de votre métier. Si mon collègue Olivier Richefou avait pu être là, puisqu'il l'aurait beaucoup souhaité, le président du département de la Mayenne, qui est en même temps le responsable du vieillissement pour l'Assemblée des départements de France, il aurait parlé aussi d'une initiative prise par son département que je trouve très intéressante, qui consiste à mettre des flottes de véhicules à la disposition des structures de services à domicile, de façon à ce que
la personne puisse ne plus avoir l'inconvénient effectivement d'aller dans un travail qui est un travail séquencé, sur un véhicule qui est le sien, qui est en plus ou moins bon état, parce que le niveau de vie de ces personnes, il faut savoir qu'il est quand même très modeste. Moi, j'avais demandé comme président du département, le salaire moyen de mes aides à domicile, c'était 800 € par mois, hein, de salaire moyen. Et pourquoi ne pas faire en sorte que ces véhicules mis à disposition soient des véhicules qu'elles pourraient utiliser également, au-delà d'un véhicule de service, comme d'un véhicule en véhicule de fonction, pour conduire leurs enfants à l'école, pour faire leurs courses. Il faut trouver les moyens de l'attractivité de la profession. Pour le moment, je pense qu'on n'en a pas fait assez là-dessus. Alors, vous parlez justement beaucoup des départements. On va prendre un exemple très concret. On va aller dans les Alpes-Maritimes avec vous, Sébastien Martin. Alors, vous avez de nombreuses initiatives justement pour attirer, valoriser tous ces métiers. Vous avez notamment un dispositif numérique qui s'appelle Solidaire Job. C'est une sorte de marketplace pour se partager les salariés, pour essayer justement d'avoir plus de main-d'œuvre. Alors, deux apartés quand même. Moi, je remercie vivement la FEDESAP d'organiser cette table ronde passionnante avec la qualité des interlocuteurs. Et je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement Franck Nataf, votre nouveau président, qui saura défendre les services d'aide à domicile et les enjeux à venir. Un deuxième aparté, celui du département. En effet, vous avez raison. Le département est aujourd'hui l'autorité d'autorisation des services d'aide à domicile. C'est la collectivité de référence pour les services d'aide à domicile. Les départements sont très engagés, alors de façon peut-être disparate d'un département à l'autre, mais en tout cas dans le département des Alpes-Maritimes, on est engagé très fortement avec nos services d'aide à domicile et ça s'est amplifié pendant la crise Covid. Quelques exemples, on a distribué des EPI en masse 3 semaines avant le premier confinement, pendant 6 mois sur des dotations du département. Nous avons assuré un soutien à la vaccination des professionnels d'aide à domicile ou soignants dans les EHPAD. Nous avons soutenu bien sûr les SAD dans le cadre de la prime Covid. Nous avons créé avec eux une contractualisation avec les SAD volontaires, un CEPOM Made in 06 début 2020, qui permettait une dotation qualité d'1 € sur l'ensemble des heures APA et PCH pour assurer une meilleure qualité de prise en charge de nos personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Nous avons bien sûr été sur l'avenant 43 en 2021 et nous irons bien sûr en 2022. Nous avons mis en place des groupes de parole pour les responsables de secteur et les intervenants dans une visée d'analyse des pratiques à la sortie de la crise Covid. Et puis, voilà, ça c'est des exemples précis, concrets, pour dire combien le département et la collectivité de référence et d'attachement auxquels je pense que nous, collectivités, nos élus sont attachés aux structures, mais je pense qu'il y a également les services d'aide à domicile sont reconnaissants de ce qu'on peut le faire. Donc c'est un gagnant-gagnant et c'est une construction collective. Vous parlez de la transformation, puisque c'était quand même l'objectif de la première question. Vous êtes parti très vite sur l'attractivité. Alors oui, il y a cette réforme qui touche les SAD, les SIAD, les SPASAD, pour lequel les départements n'en savent pas plus que toi, Franck. Nous, on sera extrêmement vigilants de ne pas avoir... parce que les SAD nous questionnent, nous interrogent tous les jours. Il y a une frustration, il y a surtout des angoisses. Et vers qui se retourne? Vers le département qui les soutient au quotidien. Alors cette angoisse, elle est partagée par les départements. En tout cas, le département des Alpes-Maritimes se pose des questions sur cette future co-tutelle avec l'ARS. Est-ce que ça va descendre de l'État de façon unilatérale où nous n'aurons pas le mot à dire, nous, conseils départementaux, qui connaissons notre territoire dans nos fonctionnements? On a fait un diagnostic de territoire récemment dans le cadre du premier schéma départemental de l'autonomie. Chaque département est différent. Vouloir tout harmoniser, tout pour tout, c'est pas, à un moment donné, ça a ses limites. Et moi, je dis qu'un département comme les Alpes-Maritimes, où 80% de la population habite sur 20% du littoral, mais que 20% de la population habite sur 80% de son territoire montagneux, c'est quelque chose à prendre en compte. Et donc, on sera vigilant. Moi, je le souhaite, je fais de mon cœur. Là, vraiment, ça fait 20 ans que je suis directeur dans ces collectivités.
Je ne veux pas d'un truc qui descend unilatéralement avec l'ARS qui dit ça sera comme ça. C'est pas possible et ça ne marchera pas. Deux, il faudra, on l'a vu, je vous parle du diagnostic de territoire, la transformation de l'offre, c'est pas la transformation des services, c'est la transformation de toute l'offre médico-sociale. Et dans ce cadre, le schéma départemental de l'autonomie qu'on a adopté en décembre dernier a mis plusieurs points en exergue. Et le premier, c'est permettre un parcours d'aide et des transitions sans rupture. Et ça passe par le décloisonnement, la coopération, la coordination. La coordination, la concertation entre les services, c'est une chose, mais entre services et établissements, entre gérontologie et handicap, entre le sanitaire, entre le médico-social, entre le social. Et je rebondis sur ce qu'a dit Franck. Oui, c'est bien le rapprochement, la fusion, la mutualisation, je ne sais pas quoi, la convention, peu importe, on verra dans quelques jours, avec les SIAD. Mais les territoires sont différents d'un autre. Moi, j'étais 10 ans directeur de l'autonomie de la MDPH d'Eure-et-Loire. Nous n'avions pas d'infirmières libérales dans notre département. Dans les Alpes-Maritimes, les SAD vont vous dire les infirmières libérales, elles sont tellement nombreuses qu'elles nous font sacrément concurrence. Donc oui, il y a de la coopération et je partage avec toi l'idée de la coopération. Ce n'est pas de la fusion uniquement exclusive avec les SIAD, mais c'est de la coopération avec les infirmières libérales. Il y a du travail à faire. Et puis alors, vous voulez qu'on enchaîne tout de suite sur la valorisation des métiers. Donc je passe plein d'idées en tout cas. Il faut aller à l'essentiel. Je reparlais du Covid. Je vais reprendre un exemple concret. Pendant la crise Covid, vous le savez, les EHPAD ont été éprouvés de façon extrêmement violente par les difficultés RH. Et pour leur venir en aide, j'ai eu pendant près de 3 mois la casquette d'agent d'intérim. Et donc j'ai sollicité de très nombreux services d'aide à domicile que je remercie très sincèrement, qui sont venus prêter main forte dans les EHPAD, quand l'ARS à un moment donné ne voulait pas. Nous, le département, on a poussé. Et ils sont venus mettre à disposition du personnel pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents. C'était inédit. On a cassé les codes en faisant ça. À l'été 2020, on a cassé les codes. Et donc, cette nouvelle collaboration, cette inédite collaboration entre services et établissements, nous, on souhaite aller plus loin. Et donc, on a lancé il y a quelques jours une plateforme RH pour favoriser le recrutement, la mutualisation de personnel. Je peux vous en dire deux mots au moins. Et en tout ça, dans un cadre concret, la création dans les Alpes-Maritimes d'un centre départemental des métiers de l'autonomie, piloté par le département. Mais nous n'avons pas été retenus par la CNSA, mais nous avons décidé, en tout cas le président Génési et Eric Ciotti ont décidé d'aller et de créer. Oui, c'est pas une critique, vous pouviez pas, on était nombreux candidats. Mais nous, ça ne nous a pas découragés et on y a été parce que c'est important, il y a une totale valorisation des métiers. Si vous voulez que je peux développer avec des actions très concrètes. Mais je peux peut-être donner la parole. Après. On va faire tourner la parole. Je voudrais donner justement la parole à nos responsables politiques. Tout d'abord, Astrid Panosyan-Bouvet, vous avez entendu beaucoup de choses, vous faites partie de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. On comprend que ces personnes âgées veulent mourir à domicile. Comment les pouvoirs publics vont faire pour respecter ce choix de société? C'est un choix politique qu'il faut faire. Comment est-ce que vous allez l'engager? J'ai dit quoi? Vivre à domicile avant de mourir, merci. Est-ce que vous avez un micro? Excusez-moi. Lapsus. Chaque chose en son temps. Donc d'abord, vivre le planton à domicile. Voilà, je n'étais pas la seule à relever quand j'ai entendu la salle. Oui, alors moi, je suis nouvellement élue aussi, et je ne suis pas une spécialiste des questions de vieillissement. Je l'ai vécu moi-même en ayant été aidante familiale d'une personne en situation de dépendance à Paris, en étant employeur particulier. Et je l'ai déjà dit à une autre table ronde, mais j'ai une grand-mère de 97 ans qui vit en Norvège à domicile. Et donc, ce qui me donne aussi une perspective européenne et de comparaison, notamment avec des mieux-disants scandinaves sur sa capacité de ces pays à pouvoir maintenir leurs aînés le plus longtemps possible à domicile selon leurs choix. Et en arrivant ici à la Commission sociale, à l'Assemblée nationale, je me rends compte qu'on est quand même un pays de paradoxes,
avec un pays d'espérance de vie parmi les plus élevés au monde, mais avec des aînés qui, en termes de qualité de vie, après 65 ans, est en général inférieur d'une dizaine d'années par rapport justement aux pays d'Europe du Nord. Donc nos aînés abordent ce troisième ou ce quatrième âge en moins meilleure situation que leurs pairs européens. Le deuxième paradoxe, vous l'avez dit, c'est cette demande sociétale, hein, entre 80% de nos concitoyens qui souhaitent pouvoir rester à domicile, et puis voilà, un hébergement, beaucoup de taux d'hébergement en EHPAD est beaucoup plus important justement que ces pays d'Europe du Nord. Et enfin, le troisième paradoxe, c'est que on le voit dans les choix politiques qui ont été opérés ces dernières années, hein, où 60% du financement est effectivement dédié aux EHPAD et 40% à tout ce qui est domicile. Et ça, je pense que c'est aussi le fait d'avoir, mais ça date de décennies, hein, de choix de ne pas nécessairement penser le grand âge en fonction des usagers, des personnes et de leurs familles, mais plutôt d'une complexité territoriale, administrative, financière. On le voit d'ailleurs sur ce débat là, sur les trois... Voilà, les SIAD, tout ce que vous disiez, d'aller maintenant vers le service à l'autonomie. Franchement, vu de l'usager, ce que j'ai été moi-même ces dernières années, jusqu'à l'année dernière, c'est d'une complexité impressionnante. Et ce qui explique d'ailleurs qu'on ait besoin de médiateurs, que ce soit les assistantes sociales ou que ce soit aussi le rôle que certaines de vos plateformes peuvent jouer. Et le deuxième paradoxe français, on en discutait lors d'autres tables rondes, c'est cette gestion de la pénurie, parce qu'on a fait ce choix collectif de ne dédier que 1,5% de notre richesse nationale au grand âge, là où la Suède en dédie le double. Voilà. Donc c'est aussi à un moment donné des choix collectifs que nous payons et sur lesquels, face à des chocs démographiques ou des défis démographiques, il faut que nous puissions maintenant anticiper, parce que nous risquons de nous retrouver, si nous n'agissons pas suffisamment rapidement, dans la même situation actuelle que les collègues départementaux dans les territoires, les élus locaux connaissent aussi, qui sont les déserts médicaux, qui étaient aussi des situations que nous aurions pu peut-être mieux anticiper par rapport à la démographie médicale et aux besoins sanitaires. Et je pense que lorsqu'on parle du défi, on parle du choc démographique qui serait le deuxième choc après le choc climatique, je pense qu'il faut qu'on ait cette même approche à la fois de prévention et d'anticipation, d'adaptation, et puis de faire de ce choc justement un défi qui nous grandit tous. Sur la prévention, je l'ai dit, hein, sur ce qui est espérance de vie après 65 ans, on est très en retard. Je pense qu'on a un ministre de la Santé qui est maintenant ministre de la Santé et de la Prévention. Il y a ces examens obligatoires, enfin pas obligatoires, mais en tout cas qui seront mis à disposition à 25 ans, 45 ans, 65 ans. On sait l'importance de ce que peut être un examen à 65 ans quand on rentre véritablement dans l'âge de la retraite. C'est important. On sait le sujet de la dénutrition. 40% des raisons d'hospitalisation directe ou indirecte, c'est dû à la dénutrition. On sait que 12 000 personnes âgées meurent chaque année de chute. Voilà, et donc souvent, on est dans une logique où on équipe le foyer après la chute et pas avant pour la prévenir. Donc c'est vraiment une révolution systémique dans laquelle il faut aussi qu'on mette le paquet. Mais la prévention, c'est pas que une fois qu'on est arrivé à l'âge de la retraite, c'est aussi tout au long de la vie, en ce qui concerne le monde du travail, la question de la pénibilité, de l'adaptation du monde du travail. Donc je voudrais qu'en tant que société, en tant qu'élu, on puisse vraiment parler du vieillissement et pas simplement PLFSS par PLFSS, si c'est ce que vous voulez m'entendre dire. En ce qui concerne ensuite l'adaptation, il y a effectivement le sujet de l'adaptation de l'offre, et comme ça a été dit par monsieur Le Serre, et par vous-même également, hein, monsieur Dujol, je pense qu'il faut qu'on ne soit pas dans un esprit binaire, tout EHPAD, comme ça a longtemps été de fait, hein, en tout cas dans les choix collectifs, ou maintenant le virage domiciliaire. Je pense qu'il y a un spectre, voilà, il y a un spectre, et je pense que c'est extrêmement intéressant aussi de voir, qui correspond au choix, qui correspond aux réalités territoriales. Il y a de l'EHPAD, et en plus les EHPAD sont en train de changer avec l'EHPAD du futur, avec l'EHPAD plus ouvert.
Sur le domicile, il peut y avoir plusieurs versions aussi, l'accueil familial, les résidences seniors, les colocations, l'intergénérationnel. Il y a des choses qui se font et je pense qu'il faut que le payeur public, qu'il soit national d'ailleurs ou local, ait cette capacité, cette souplesse aussi à admettre qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Simplification de l'offre, on l'a vu, hein, et je pense que c'est une bonne chose. Encore faut-il qu'il y ait la concertation nécessaire avec les acteurs, qui est, je le pense, et là je souscris totalement à ce que dit notre collègue du département des Alpes-Maritimes, une vraie prise en compte des réalités territoriales. Et puis enfin, on va aller en simplification également de l'offre. Je voyais dans votre rapport FEDESAP, pourquoi pas une harmonisation PCH à part. Je pense que c'est un débat au long cours, mais ce sont des questions auxquelles il faut qu'on réponde à un moment donné, parce que, encore une fois, vu des usagers, vu des familles, c'est beaucoup de complexité pour les non-spécialistes. Donc voilà les pistes sur lesquelles on peut avancer. Et sur les métiers, je pourrais dire d'autres choses si vous le souhaitez. Lou Marguerite, pareil, votre réaction à tout ce qu'on a dit jusqu'ici. J'ai vu que dans votre campagne électorale, vous parliez de 2 priorités, pouvoir d'achat et santé. On est finalement en plein dedans là. Oui, j'ai fait dans l'originalité, pouvoir d'achat et santé. C'était bien vu. Personne d'autre n'en parlait. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Louis Marguerite, moi je suis aussi nouvel élu. J'ai été élu en Saône-et-Loire, donc un magnifique département qui est le plus beau de France sans doute, et le plus modeste, qui se trouve en Bourgogne du Sud, donc avec Chalon-sur-Saône, Mont-Soleil-Mines et la côte chalonnaise. Donc j'ai un département en tout cas un territoire assez diversifié, sans doute assez à l'image des problématiques et des enjeux qu'on rencontre en France. Je suis rentré, j'allais dire, dans le sujet FEDESAP, si je peux le qualifier ainsi, dans mes précédentes fonctions, parce que j'ai été du coup de l'autre côté, conseiller de l'exécutif et directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire, et sur les fédérations que j'ai rencontrées il y a quelques mois, et sur les questions de tarifs sur lesquelles je vais revenir, parce que c'est évidemment un enjeu majeur, qui répondra pas qui ne résoudra pas tous les problèmes, mais qui en revanche doit être traité, et qui n'est d'ailleurs, sur lequel on doit collectivement avancer. J'ai par ailleurs, pendant ma campagne, eu la joie de rencontrer quelques-uns de vos adhérentes qui sont là, que je salue, et qui du coup m'ont parlé plus précisément effectivement de leur métier, que je suis allé rencontrer sur le terrain. Et effectivement, Astrid a bien dit les choses. C'est au fond, quand on rentre dans ce sujet, c'est non seulement la complexité. Alors je parle même pas des acronymes, hein, ça on y est tous, on a l'habitude, mais surtout l'extrême diversité des acteurs. Et c'est vrai qu'au fond, quand on se pose la question pour ses parents, pour ses grands-parents, pour ceux qui nous entourent, finalement, où est-ce que je veux passer cette dernière partie de vie ou ces dernières parties de vie, parlons au pluriel, lorsque j'ai quelqu'un en situation de dépendance, d'ailleurs c'est pas forcément quelqu'un de très âgé, à qui je m'adresse, comment je fais, etc. Et c'est vrai qu'il y a une extrême complexité. Je suis pas sûr qu'on soit d'ailleurs le département le plus complexe en la matière, mais évidemment il y a des initiatives publiques, des initiatives du département qui sont d'ailleurs assez bonnes, avec ce qu'on appelle chez nous des centres départementaux de santé, et puis énormément d'acteurs. Et j'ai eu le sentiment qu'on faisait à peu près comme ce qu'on sait faire ailleurs dans l'administration, et je sais de quoi je parle, c'est-à-dire qu'on empile les trucs les uns après les autres, et puis à la fin on n'y comprend plus rien, même pas nous, quoi. Alors je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense que ça a l'air d'être aussi le cas, je vais pas dire particulièrement le cas, mais aussi le cas dans le... Voilà. Et donc je suis aussi un peu rentré dans ce sujet comme cela, et au fond, quand on rencontre les uns et les autres, on se rend compte que l'immense majorité en réalité veulent bien faire, ils sont arrivés dans le système public, dans le système parapublic, dans le système privé à but non lucratif, dans le système privé à but lucratif, voilà, parce que c'était les hasards d'une rencontre, parce que c'était les hasards d'un recrutement, parce que c'était et au fond tous avaient envie de bien faire, d'aider son prochain, d'aider ceux qui sont en situation peut-être un peu plus de faiblesse. Là aussi j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais ça m'a beaucoup marqué lorsque j'ai pu au cours de ma campagne et puis maintenant en tant qu'élu rencontrer les acteurs. Alors les programmes de financement, on en a parlé, je crois que c'est à peu près 300 000 employés, enfin en tout cas 300 000 personnes travaillent dans vos secteurs, et on se parle de quasiment doubler, enfin pas tout à fait, ce qu'il faudrait en tout cas en termes d'accompagnants, en termes de soignants, en termes d'aide à domicile ou ailleurs pour combler le besoin. Et évidemment ce sujet-là, j'avais pas de doute que nous l'avions en tout cas peut-être pas anticipé, mais en tout cas qu'on l'avait dans nos radars collectifs. La nouveauté, c'est que entre-temps, en tout cas, et là c'est, j'allais dire peut-être plus sous l'angle entreprise que je vais parler, c'est que vous êtes dans un effet ciseau qui est terrible. C'est peut-être même pas un ciseau, d'ailleurs c'est le double ciseau dans le même sens, c'est-à-dire que non seulement il y a une augmentation des besoins,
et que autant on peut comprendre que des grandes industries très dépendantes de l'énergie souffrent particulièrement en ce moment, autant il est peut-être moins évident que vos entreprises souffrent peut-être au moins autant, parce que voilà, quand on va faire de l'aide à domicile, surtout dans nos campagnes, on a des frais d'essence lorsqu'on a besoin, et donc vous faites face aussi à ces coûts-là, et ça c'est nouveau, enfin c'est malheureusement récent, et effectivement la seule bonne réponse, en tout cas de court et moyen terme qu'on peut apporter, c'est l'augmentation de vos tarifs. Alors peut-être, il y a sans doute une discussion que nous devons avoir, que les ministères doivent avoir, en tout cas pour ce qui est de Bercy et de la santé, pour trouver le bon point d'équilibre, parce qu'évidemment il y a la question derrière du financement, mais c'est un chantier que nous avions ouvert à la fin du précédent quinquennat qu'il faut maintenant poursuivre au cours de ce second quinquennat. Ça ne résoudra pas la masse de ce qu'il faut traiter. On se parle de plusieurs milliards d'euros de financement qu'il faudrait dégager dès l'année prochaine et les années suivantes pour financer les besoins en dépendance. Mais en tout cas, c'est une première réponse. Et je vais faire un parallèle un peu idiot et un peu trivial. Pendant la crise Covid, on a traité évidemment beaucoup de secteurs d'ailleurs qui sont revenus taper à la porte de l'administration. Je pense par exemple au secteur des taxis. J'y avais l'habitude, mais en tout cas, et je prends cela parce que d'une certaine façon, comparaison n'est pas raison, mais eux aussi ont un tarif régulé, eux aussi avec des coûts qui augmentent pour des raisons qu'on comprend bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir un raisonnement un peu analogue pour vos professions. Donc ça, c'est un chantier qu'il faut qu'on mène dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et alors, encore une fois, qui ne résoudra pas tout, mais à mon avis, qui est une des réponses. Et pour terminer sur le recrutement, comme c'est le titre, je crois, de notre table ronde et de notre débat, il n'y a pas de solution miracle. Évidemment, la valorisation, je crois qu'il y a évidemment dans tous nos territoires, tous nos départements, toutes nos régions, il y a des tas de forums de l'emploi, des tas de rencontres, des tas de forums dédiés aux métiers, j'allais dire, on va appeler ça sanitaires et sociaux. Et pourtant, ça ne marche toujours pas. Donc là-dessus, évidemment, les conditions de travail, les salaires. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont chefs d'entreprise, ont leur propre franchise, ont leur propre marque. Et c'est difficile parce que effectivement, le soin, c'est pas que de 8h à 18h, c'est aussi la nuit, c'est aussi le week-end. Et donc tout ça nécessite de proposer aussi à ceux qui veulent s'engager sur ces voies-là des conditions de travail plus, qu'ils considèrent comme plus acceptables, donc augmenter les salaires et donc effectivement augmenter vos prix dans des proportions là aussi pour lesquelles il faudra trouver un point d'équilibre. Mais c'est ça les enjeux des prochaines semaines et avant de parler de ceux des prochains mois. Merci. Alors justement, parlons effectivement de ce mot-clé tarif national socle. C'était une grande avancée l'année dernière avec ces 22 € annoncés par le gouvernement. Je me tourne vers vous, Jean-Noël Le Serre de la CNSA. Vous êtes le financeur, le payeur, vous êtes la caisse. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ces 22 €, plus haut que ces 22 €? Écoutez, je pense que c'est plus à monsieur le directeur général. Je vais poser la question aussi, vous inquiétez pas. Aux deux. Vous savez, c'est 22 €. Vous me tendez effectivement la perche sur une chose que moi j'ai eu du mal à accepter. Ce que j'ai eu du mal à accepter, c'est la compensation financière. La compensation financière, qui consistait à dire ceux qui ne sont pas à 22 €, eh bien on leur remboursera intégralement. Ceux qui sont déjà à 22, voire davantage, ils ont déjà fait le boulot, donc on n'en parle plus. Parce que je constate que ceux qui généralement n'y étaient pas ne sont pas nécessairement les départements les plus pauvres. Et qu'on en arrive à financer par une sorte d'effet d'aubaine des départements qui sont déjà fort avantagés au détriment effectivement des autres. Donc c'est un peu du Robin des Bois à l'envers, si vous voulez, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Donc il faudrait qu'on évite à l'avenir effectivement ce type d'erreur. Je pense aussi, si vous voulez, que je reprendrai une seconde ce que disait avec à juste titre Madame la députée, qui disait qu'on a deux défis fondamentaux, le défi climatique, le défi du vieillissement. Je crois qu'effectivement on a ces deux défis-là, avec une différence fondamentale entre les deux, c'est que le défi climatique, même si on était très très bon, ce que je souhaite, les résultats ne sont pas assurés. C'est-à-dire que si les autres ne font pas effectivement les mêmes efforts, les résultats seront précaires. Or, le défi du vieillissement, là, on saura très précisément qui est responsable de quoi. Si on fait ce qu'il faut, nous n'aurons pas, dans les années très très prochaines, effectivement, des problèmes insurmontables. Donc, sur les 22 €, c'est important, mais c'est en même temps, c'est pas anecdotique, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que tous les partenaires aient les moyens de contribuer le plus efficacement possible, effectivement, au financement. Par exemple, les départements. Les départements, c'est une étiquette qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Dans les départements, il y a les Alpes-Maritimes, pardonnez-moi, la ville de Paris, les Hauts-de-Seine.
très bien. Tant mieux pour eux si tout va pas trop mal en ce qui concerne ces départements-là. Vous avez des départements qui sont des départements industriels qui ont été marqués par des chômages successifs comme le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Saint-Denis. Et puis vous avez la France rurale. Il faut qu'il y ait des mutualisations importantes qui soient déjà décidées au niveau des départements pour que chaque département, de la Creuse à la ville de Paris, puisse assumer leurs responsabilités. La CNSA, un des intérêts fondamentaux, c'est que désormais, on sait où se trouvent les crédits effectivement consacrés à l'autonomie, au vieillissement certes, mais aussi au handicap. La CNSA ne gère pas l'intégralité des crédits, mais c'est quand même très, très significatif. Ce qui pourra être fait en plus. Elle a signé une convention d'objectifs et de gestion avec l'État au mois d'avril. Cette convention d'objectifs et de gestion, elle marque déjà des progrès très nets financièrement par rapport aux moyens qui étaient accordés au vieillissement dans les années antérieures. Et en plus, elle prévoit des augmentations significatives très vite. Je crois que c'est 2024 où déjà il devrait y avoir une augmentation de la part de CSG. Donc nous sommes dans une situation où une autorité qui n'est qu'une autorité qui agit au nom de l'État, même s'il y a le Conseil qui a un regard un peu différent, une autorité sera là pour rappeler si on ne suit pas la cause. Il y a la loi qui prévoyait d'ailleurs la mise en place d'une commission de suivi de la cause. Si on ne suit pas effectivement ce qui était prévu, il y aura des rappels à l'ordre. Et je pense que cette espèce de partenariat entre les pouvoirs publics et puis la société civile passionnée par ce dossier est un partenariat important qui nous permettra de continuer à bien avancer. Et mon souhait, mais je l'ai déjà dit à diverses reprises, c'est que le problème du vieillissement, comme le problème du handicap, devienne un problème compris et appréhendé par l'ensemble de nos concitoyens, un problème d'intérêt général, et que nous ayons effectivement la pression de nos concitoyens pour donner les moyens nécessaires. Et bon, je suis toujours à regretter qu'à côté des PLFSS successifs, où on peut faire beaucoup de choses, il n'y ait pas aussi une grande loi qui donne le sens, la direction, et à partir de laquelle on puisse travailler. Vous savez, moi, j'étais un vieux parlementaire. J'ai fait d'innombrables rapports. Celui qui m'a plus marqué, c'est la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire, on nous disait, bon, c'est une loi bavarde. Elle dit, par exemple, que dans les raisons de l'emprisonnement, il y a aussi la réhabilitation. Mais et la réinsertion. Lorsque vous avez dit ça, eh bien après, les autres lois peuvent décliner, ou les décrets. La réinsertion, c'est le travail carcéral. La réinsertion, c'est l'interdiction des foules corporelles internes, par exemple. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Je crois que la grande loi, ce serait aussi l'opportunité de dire ce qu'est le virage domiciliaire. Le virage domiciliaire, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens y restent à leur domicile, parce que dans le domicile, lorsque vous n'avez plus effectivement les moyens intellectuels et physiques, le domicile est dangereux. Mais il faut qu'ailleurs, ce soit votre domicile qui, en quelque sorte, se déplace dans la résidence-service, se déplace dans le logement partagé, se déplace dans le logement inclusif, se déplace, pourquoi pas, dans l'EHPAD, avec une signification. Dans le domicile, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des animaux favoris, vous pouvez les emmener. Si vous voulez recevoir des gens, vous pouvez les recevoir. Si vous voulez passer la nuit avec un adulte consentant, vous pouvez le faire. Bon, je crois que la notion de domiciliation, elle recouvre ces réalités. Elle recouvre une réalité que le président Larcher, moi je suis un vieux sénateur, avait repris d'une manière que je trouve intéressante. Il avait dit il n'y a pas de citoyenneté en pointillé. Ça veut dire que jusqu'au dernier moment de la vie, chacun et chacune doit être citoyen responsable. C'est cela la conception domiciliaire. Et c'est vers cela, je pense, qu'il faut aller. Très bien, effectivement, les applaudissements. Alors Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale, on voulait aussi vous entendre sur ce financement, sur ce tarif national socle, un succès depuis l'an dernier, les départements jouent le jeu. Est-ce qu'on pourrait aussi aller vers une rémunération variable, par exemple, en fonction de l'état de santé, de la gravité de la personne en question? C'est pas facile de reprendre la parole après le président Le Serre, évidemment, qui avec beaucoup de conviction nous a fait partager les siennes. Revenir un peu sur le plancher des vaches avec notre affaire de tarifs. Tu vois bien dans le discours qui est développé par les uns et par les autres, une forme de critique ou d'insuffisance sur la mesure qu'on a prise l'année dernière. C'était quand même une mesure, je crois, attendue, souhaitable et forte, qui voulait répondre à des difficultés qui étaient, je pense,
le constat était consensuel. Une grande diversité, donc d'inéquité territoriale dans ces tarifs qui sont très variables. Certains étaient très bas, ça a été dit par certains, très en deçà des 22 € auxquels on a porté le tarif plancher ou le tarif minimal. Certains sont au-dessus, c'est effectivement un autre sujet. Et donc une grande inéquité territoriale et un sous-financement, du coup, d'un certain nombre de services. Alors peut-être que cet outil, cet instrument n'est pas le plus fort, mais on a souhaité donc le porter à 22 € et il sera actualisé dans le cadre des réflexions que nous avons et que nous aurons avec vous pour l'exercice suivant en 2023. Juste dire un autre mot, c'est qu'on n'a pas fait que le tarif plancher. On a aussi mis en place une dotation complémentaire qui peut aller jusqu'à 3 € par heure. Quand on l'obtient, ça fait 25 €. Et alors, c'est en train de se déployer dans le cadre d'appel à projet, puisqu'elle donne lieu, enfin, elle est versée dans le cadre d'une contractualisation avec les départements. Et ce n'est pas sans lien avec l'objet qui nous occupe, parce que parmi les objectifs que nous poursuivons avec cette dotation complémentaire, c'est aussi de travailler sur la qualité, l'amélioration des conditions de travail et donc l'attractivité des services. Donc moi, je fonde aussi beaucoup d'espoir dans cette dotation complémentaire. Et l'ensemble, et c'était inédit, représente un effort très important pour l'État, dans un domaine qui est un domaine des prérogatives départementales. Alors, avec l'inconvénient, pointé à juste titre par Monsieur le Président Le Serre, qui a une sorte de prime aux mauvais élèves, puisque les financements, par définition, dans la mesure où ce n'est pas une revalorisation globale des tarifs, mais une hausse d'un tarif plancher, sont fléchés sur les départements dont les tarifs étaient les plus faibles. En dépit de cet inconvénient, je pense que c'était une mesure nécessaire, utile, et pour le coup, je me félicite que l'ensemble des départements aient joué le jeu sans coup faire, ce qui n'allait pas forcément de soi dans le contexte que l'on connaît, qui est un contexte difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que ce tarif sera actualisé, mais ça n'épuise pas la question des tarifs de manière générale. Et j'ai entendu monsieur le député s'interroger sur d'autres mécaniques de soutien aux ressources des services. À ce stade, le chantier n'est pas sur la table, de mon point de vue, mais enfin, nous, on est disposés évidemment à y travailler. C'est important qu'on ait une vision de la dynamique économique et de la situation économique de vos structures. On vous demande de faire beaucoup pour les personnes, pour les salariés, en particulier en matière de conditions de travail, et c'est normal qu'on réfléchisse aux modalités de soutenir les actions que vous devez conduire dans ces domaines. Donc, vous nous trouverez toujours en face de vous et à vos côtés pour y réfléchir. À ce stade, l'outil dont on dispose, c'est le tarif minimal. On doit l'actualiser. On s'y emploiera. Mais moi, je suis disposé à ouvrir avec vous des réflexions plus ambitieuses pour trouver de nouvelles ressources pour faire face à ce défi, relever ce défi du vieillissement. Astrid Palamazur-Bouvet, vous travaillez sur le projet de finance de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a virage domiciliaire? Est-ce qu'il y aura virage budgétaire? Vous parliez vous-même des EHPAD qui ont 10 fois plus d'argent que le secteur à domicile, alors que l'EHPAD ne couvre que 15% des personnes âgées. Est-ce qu'on va pouvoir rééquilibrer un petit peu cette proportion? Alors, il y a des engagements de campagne, à la fois sur un plan de recrutement dans les EHPAD, parce qu'il y a toujours un besoin fort. Il y avait aussi les 2 heures de convivialité. Des sujets aussi au niveau de la revalorisation de la tarification à domicile et un plan massif d'adaptation des logements, la prime adapte selon le plan Broussy. Mais là aussi, le président Le Serre a dit exactement ce que je souhaitais dire, c'est que ça ne sert à rien de vouloir rénover et adapter les logements si effectivement l'extérieur ne vient pas à vous pour rompre l'isolement si on ne peut pas en sortir. Donc il va falloir, parce qu'on va mettre beaucoup d'argent sur Prime Adapt pour industrialiser et permettre aux personnes de pouvoir rester le plus longtemps à domicile, mais encore faut-il que l'aide à domicile, et on voit bien que c'est souvent une problématique d'aidants que de soignants, suivent. Sinon, on aura mis beaucoup d'argent peut-être inutilement si on reste encore très EHPAD centré. Donc je laisserai peut-être à Monsieur Dujol ou au ministre le soin de dévoiler les aspects du PLFSS, mais il y aura de l'argent, soit PLFSS, soit PLF à travers Prime Adapt. Oui, Voilà. oui, Marguerite, aussi, vous étiez Voilà. Par contre, oui, moi, juste un point, moi je souscris totalement à cette idée que le PLFSS ne suffit pas.
il nous faut une grande loi vieillissement parce que, encore une fois, le vieillissement, c'est pas que le médico-social, hein, et c'est pas que du paramétrique. Et donc, le PLFSS a cette beauté de revenir sur le sujet tous les ans, mais reste quand même sur une vision importante, mais qui est essentielle, mais pas suffisante pour traiter de la société du vieillissement. Et donc je pense qu'il faudra qu'on remette ce sujet sur la table dans les prochains mois, d'autant plus que c'est un engagement de longue date qui a été pris avec les Français et dans une attente et d'une anxiété de plus en plus grande de la part de nos concitoyens sur ce sujet. Oui, Marguerite, vous étiez aussi à Bercy. On peut rééquilibrer, donner plus d'argent pour le secteur à domicile? Alors, à l'approche du projet de loi de finances, c'est toujours compliqué de dire en disant qu'on va donner plus d'argent. Il n'y aura pas des marges de manœuvre incroyables sur le PLF, mais je crois que je ne fais pas de scoop lorsque je dis cela. Simplement, je crois que ça vient d'être dit à l'instant par Astrid Panos-Bouvet, c'est que, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est presque plus un problème de financement. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un problème de financement sur le moyen terme, évidemment, on l'a dit, il est sans doute de plusieurs milliards. Il ne se résoudra pas que, je suis d'accord avec vous, uniquement par la question des tarifs, c'est évident. Et c'est sans doute, il faut repenser peut-être le mode de financement plus largement, mais c'est sans doute un travail de quelques années, peut-être effectivement via une loi, mais c'est le sujet du recrutement majeur, et celui-là, il est immédiat. C'est aussi ce qu'on veut porter aussi avec la majorité et le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage, qui, là aussi, ne résoudra sans doute pas tout, mais c'est une brique importante de la réforme du marché du travail pour qu'il y ait une incitation réelle à la reprise du travail. Et voilà, donc bien sûr qu'il y a des problèmes de financement, mais c'est dans un paquet global avec effectivement le sujet du recrutement. Juste un point, parce que j'ai pas vraiment beaucoup parlé des métiers. Je pense qu'il y a aussi quand même une réflexion à avoir ensemble sur les parcours. On va avoir une discussion là sur un projet de loi qui va arriver sur l'assurance chômage, sur la validation des acquis d'expérience. Il y a beaucoup de sujets encore à faire sur les transferts de tâches, entre d'infirmiers à auxiliaires de vie. Et je pense que c'est pas simplement un sujet de valorisation et de rémunération, comme l'a dit Monsieur Le Serre, si la rémunération moyenne dans un département en cumulant le SMIC horaire et du temps partiel, c'est du 800-900 €. Il faut se dire que ça va se retrouver tout au long de la vie avec des petites retraites derrière. Enfin voilà, c'est la précarité qui s'ajoute à la précarité. Et donc il y a aussi une réflexion d'ensemble à avoir sur les parcours professionnels, sur les transferts de tâches et sur les sujets de pénibilité aussi, parce que vous savez, vous aussi, les personnes qui travaillent pour vous, aider des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, c'est porter, c'est du travail de nuit. Tout ça, ça s'inscrit aussi dans la pénibilité qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir aussi offrir des parcours au-delà de simplement cette aide à domicile une fois que le corps ne peut plus. Et ce sont aussi ces réflexions-là qu'il faudra avoir en plus de la revalorisation immédiate. Et bien sûr, au-delà des financements, pour terminer, Sébastien Martin, vous travaillez beaucoup aussi à transformer cette offre médico-sociale. Vous avez beaucoup d'initiatives pour valoriser les métiers. J'ai entendu parler d'un réseau d'ambassadeurs pour valoriser les professionnels. J'ai entendu parler d'une SAD Academy, c'est ça ? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé un centre départemental des métiers de l'autonomie des Alpes-Maritimes qui vise à la fois de soutenir les établissements et services médico-sociaux, donc notamment les SAD, sur le volet de l'emploi, mais également de valoriser les métiers de l'autonomie auprès du grand public. Alors on a, pour vous donner des exemples très concrets, ce qu'on met en place en 2022 et 2023, ça a été l'organisation d'une première journée des métiers de l'autonomie dans le 06 le 27 juin dernier, durant laquelle il y a eu des tables rondes qui ont été organisées, mais également un job dating auquel 400 bénéficiaires du RSA se sont déplacés et un speed meeting entre dirigeants de présents 150 dirigeants d'établissements et services médico-sociaux. Nous avons donc créé, nous sommes en train de créer, suite à l'appel à candidature du département, un réseau d'ambassadeurs. Ce réseau constitué de professionnels d'établissements et services médico-sociaux vise à la fois la valorisation des métiers, et des professionnels qui les composent, bien entendu, mais aussi de promouvoir les métiers, ces métiers utiles, redonner du sens aux collégiens, aux lycéens, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, à ceux qui, à un moment donné de leur parcours, souhaitent une reconversion professionnelle parce qu'ils souhaitent donner du sens. On l'a vu, le Covid a permis aussi à des gens de se remettre en question en disant « je veux redonner du sens à ma vie ».
Et donc nous ambitionnons, nous aussi, par cette action, de susciter des vocations, de ressusciter des vocations. Je crois que toutes les aides qu'on a fait depuis 20 ans, l'APA, la PCH, c'est formidable. Mais l'esprit des enfants qui accompagnaient leurs parents et qui éduquaient leurs enfants, les petits-enfants, dans cette façon d'aide, a disparu au profit d'aides plus structurées que sont les établissements et les services. Et puis tout l'enjeu, c'est la communication. Il faut qu'on ait une stratégie de communication adaptée au grand public, une communication diversifiée. Un autre point concret, nous venons de signer une convention dans le cadre de ce centre départemental des métiers de l'autonomie avec la CARSAT et nous lançons le mois prochain jusqu'à fin 2023 un dispositif de prévention des risques professionnels. Une trentaine de SAD sur les 160 qui sont autorisés par le département se sont déjà inscrits. L'objectif est de réduire les incidents, les accidents professionnels pour réduire les tensions RH, fidéliser les équipes, mais aussi améliorer quelque part la qualité de la prise en charge, parce qu'on est quand même avant tout là pour améliorer la qualité de l'accompagnement. Et puis ce dispositif proposera un accompagnement individuel aux dirigeants des services d'aide à domicile pour réaliser un diagnostic au sein de leur structure des risques professionnels et puis également des formations auprès des responsables de secteur et des intervenants à domicile avec des solutions concrètes pour répondre aux risques identifiés. Donc c'est un sujet que vous venez de dire, Madame la députée. Et puis enfin, comme je vous le précisais tout à l'heure, le département des Alpes-Maritimes, à l'issue d'un appel à candidature dont l'association Solidarité Domicile présidée par Franck Natsaf a été retenue et on lance une plateforme de ressources humaines qu'on appelle Solidaire Job 06 et là elle s'adresse aux 600 établissements et services médicaux sociaux du département, donc pas uniquement aux 450 que le département autorise. Je suis directeur de l'MDPH, donc on l'élargit également au secteur de l'enfant en situation de handicap. Et là, il y a plusieurs visées. La mutualisation de professionnels, permettre à des professionnels qui seraient en contrat de travail, en contrat précaire ou en contrat qui ne permet pas d'atteindre les 35 heures, de compléter leur activité grâce à cette plateforme, de réaliser du renfort RH quand il y a des crises, et il n'y a pas que des crises sanitaires, il y a des crises dans les institutions dues au risque professionnel. C'est pour ça que c'est un ensemble de dispositifs et de vision globale, et puis de trouver un nouveau vivier de professionnels. Et puis, nous visons donc le renfort RH par la coopération entre les ESMS. Et ce qui est nouveau aussi, ce qu'on amène dans le département, c'est de convier nos services d'aide à domicile, nos établissements, à tous les journées, les événements qu'on organise. Premier exemple, le 21 à 22 octobre prochain, durant tout un week-end, on a un hackathon sur un concours sur la prévention et l'innovation de la politique de prévention. Et là, on invite les services d'aide à domicile à s'inscrire pleinement dans cette logique. Puis enfin, je fais la promotion pour cette plateforme. J'appelle la FEDESAP à inciter vivement les adhérents services d'aide à domicile du 06 à adhérer à cette plateforme. Cette plateforme, ce n'est pas un joujou du conseil départemental, c'est un outil qu'on a voulu pour vous, pour l'ensemble des structures. Donc, je vous invite vivement à les inciter à s'inscrire. Voilà. L'appel est lancé. Merci en tout cas, merci à tous les six. On est pris un petit peu par le temps et on va devoir écouter le ministre des Solidarités dans un instant. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Je vous invite à retrouver votre place.